Alors, j'ai le grand privilège de pouvoir prendre la parole en premier. Grand privilège et aussi, d'une certaine façon, la grande pression de prendre la parole en premier. Mais toujours est-il que je vais profiter justement de mon temps de parole pour dire des choses de manière relativement brève. Mais d'abord, je voudrais quand même commencer par remercier en fait les co-directrices et les initiatrices de ce projet, que sont Yara, Marie-Claude et Laila, qui est avec nous depuis la France via Skype. Et donc, de les remercier effectivement toutes les trois d'avoir initié cette conversation et d'avoir été à l'origine donc de cet ouvrage collectif, un ouvrage collectif au féminin, un ouvrage collectif qui est également féministe, un ouvrage collectif qui donne également la parole notamment à des femmes racialisées. Et pour la première, pas pour la première fois, mais comment dire, pour une fois qu'on n'est pas nécessairement des minorités de service et que effectivement, c'est une parole authentique qu'on nous permet d'exprimer. Et donc, à ce titre-là, je voudrais également remercier cette merveilleuse maison d'édition Mémoire d'Encrier qui promeut également la voix des immigrants, la voix des minorités. Et je suis très fière et donc très ravie de faire partie de cet ensemble. À titre d'intellectuel, puisque vous avez soulevé cette question-là, à titre d'intellectuel et à titre d'universitaire, on a un certain privilège de pouvoir prendre la parole peut-être de façon un peu plus aisée que d'autres concitoyens, concitoyennes. Et en ce qui me concerne, je voudrais pouvoir dédicacer, en tout cas, ce temps de parole, en vérité, à toutes ces femmes immigrantes dont les parcours de vie, les expériences sont, à mon avis, d'une grande, grande, grande richesse et apportent énormément, donc, au tissu social, à l'identité du Québec contemporain. Et je voudrais tout simplement relever le fait que, justement, à travers ces récits, les récits de vie de ces femmes immigrantes qui ont perdu beaucoup en quittant leur pays d'origine et qui gagnent beaucoup également aussi en arrivant à la terre d'accueil, simplement, comment dire, relever le fait que l'expérience de l'immigration, surtout en ce qui concerne la première génération, ce qui n'est pas mon cas, moi je fais partie de la deuxième, je suis une immigrante de deuxième génération et en fait je récolte de tous les bénéfices des sacrifices de mes parents, mais pour avoir vu justement ma mère monoparentale vivre à travers justement les obstacles que soulève l'expérience de l'immigration, je n'ai qu'un immense sentiment de gratitude, non seulement à l'égard de ma mère, mais à l'égard aussi de toutes ces femmes immigrantes de première génération qui, au prix d'un certain sacrifice, sont venues s'installer dans des terres d'accueil pour espérer un meilleur avenir pour leurs enfants. Et donc, à ce titre-là, je voudrais simplement soulever le fait que, à titre d'enfant d'immigrants ou d'immigrants de deuxième génération, je voudrais pouvoir justement dédier ce temps de parole à cette première génération d'immigrants et en particulier à cette première génération d'immigrantes et essayer d'articuler au travers de nos échanges la tension ou, comment dire, parfois le déchirement et la réconciliation possible qui peut exister à travers ces expériences singulières de l'immigration entre l'attachement viscéral qu'on peut avoir pour la terre d'accueil, mais également avec l'attachement et la fierté que nous pouvons avoir de nos origines. Et mon espoir, c'est évidemment de pouvoir contribuer à une société, à une démocratie qui permet justement à ces nouveaux arrivants de pouvoir embrasser les deux. Et donc, également, juste pour conclure, je voudrais aussi souligner le fait que cet ouvrage, pour moi, me semble très important à l'heure actuelle, à la lumière des enjeux, évidemment, qui nous préoccupent ici au sein de la société québécoise, dans la mesure où il me semble que cet ouvrage consiste à rétablir un lien de confiance qui a été, à mon avis, brisé, endommagé à travers certaines interventions des uns et des autres sur la place publique. Pour reprendre un propos très, très fort de Cécile Rousseau, qu'elle exprime très bien à travers un documentaire que vous avez peut-être vu ou pas, mais qui s'appelle La Charte des distractions, où elle parle justement de ces paroles qu'il ne faut jamais dire. Je crois qu'il y a beaucoup de paroles qui ont été dites de façon violente, de façon irresponsable et de façon aussi parfois tout à fait maladroite, sans nécessairement en ayant été mû par des mauvaises intentions. Mais dans tous ces cas de figure, je crois que éventuellement, le rôle des intellectuels, c'est aussi de dire qu'il y a des balises pour pouvoir assurer les conditions de délibération démocratique. Il faut pouvoir établir ce lien de confiance. Et le lien de confiance civique, parfois, doit simplement et peut s'établir sur des liens de confiance. Et par confiance que j'entends ici, c'est la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres, de ne pas dire certaines choses parce que ces choses sont inutiles, ces choses provoquent des formes de détresse et des formes de discrimination qui sont complètement indues et arbitraires. Et c'est à la condition qu'on puisse dénoncer justement ces paroles abusives qu'on peut, à mon avis, rétablir
ces liens de confiance qui permettent ensuite, dans des conditions plus saines et légitimes, une véritable délibération démocratique au sujet des enjeux qui nous préoccupent. Alors, donc, sur ces paroles, je vais donc passer le micro à Marie-Blanche. Non, c'est Leïla. Ah, c'est Leïla. Merci beaucoup, Maïla. Simplement pour dire qu'il s'agissait de Rio Chang. Voici Leïla, on t'écoute. Oui. Bon, bonsoir tout le monde, je suis très heureuse d'être parmi vous, même si il y a quelques kilomètres entre nous. Pour ma part, de la même façon que Rioa, je voudrais remercier Mémoire d'Encrier, je voudrais remercier mes collègues pour cette très belle aventure. Pour moi, cette aventure a été très importante, d'une part parce que ça m'a permis de parler en tant que... Moi, j'aime bien dire, je suis apprentie sociologue, parler pour ma société à partir d'une perspective qui se veut en tout cas un peu plus détachée, on va dire, ne pas seulement tomber dans l'affect, même si l'affect est très important, mais de regarder ça un peu avec un peu de recul. Pour ma part, Rioa a parlé un peu de son parcours personnel, je ferai une petite allusion. Je suis en France, ironiquement, aujourd'hui, donc entre l'Algérie et le Québec, mes deux pays, et je me retrouve en France à regarder à la fois l'Algérie et le Québec, où je suis inquiète pour mes deux sociétés, et je me sens appartenir aux deux sociétés et préoccupée par les deux. Et la sociologie m'a souvent aidée à comprendre et à remettre en question mes propres conceptions, mes propres préjugés ou mes propres ma propre façon de voir les choses. Et c'est pour ça que j'aime cet ouvrage, c'est que chaque auteur a pris une perspective, certains sociologique, anthropologique, philosophique, pour justement aborder cette charte et essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle nous fait au Québec, qu'est-ce qu'elle fait à notre société, qu'est-ce qu'elle fait à notre contrat social, qu'est-ce qu'elle fait à notre avenir, qu'est-ce qu'elle fait aux générations futures. Et à mon avis, ces questions sont indispensables non seulement pour l'actualité, mais surtout pour quelle société nous voulons être. Et c'est dans ce sens où le débat politique, aussi important qu'il puisse être, il ne peut pas se faire sans définir ce qu'on entend par l'égalité, sans définir ce qu'on entend par le vivre ensemble, ce qu'on entend par les valeurs communes. Et pour ma part, j'estimais qu'il était très difficile de prendre la parole dans certains espaces médiatiques parce qu'on ne pouvait pas aller suffisamment loin et il fallait aller dans la rapidité, il fallait aller dans le sensationnel des fois. Et cet ouvrage, en tout cas, ça a été une expérience justement pour pouvoir réfléchir et aller au-delà du slogan, comme disait tout à l'heure Rodney. Voilà. Merci. Bonsoir. Moi, je veux remercier évidemment aussi l'éditeur et l'équipe formidable de la maison d'édition, puisque un éditeur, c'est pas mal, mais une équipe, c'est encore mieux. Et également, évidemment, mes amis qui m'ont invité à participer à cette journée, à cet après-midi de l'ACSALV, qui est donc la Société des anthropologues et des sociologues de langue française. Il faut quand même un peu le rappeler. Et donc, on est ensuite passé avec l'aventure du livre. Comme vous l'entendez, je ne suis pas racialisée, mais je suis auditivée. Je suis une immigrante au Québec de première génération. Je suis arrivée en 1980. J'avais quitté la Belgique et j'avais fait un saut assez long de 5 ans en Algérie. Et donc je vis comme québécoise sans souche. Et je dois dire que depuis l'été dernier, mon endurance civique commence à s'émousser pas mal. Le papier que j'ai proposé dans le livre s'intitule « La charte misogyne ». Et donc, je vous invite
à le lire comme le livre. Mais je voudrais insister un peu, et donc ensuite des interventions de Ria et de Léla, je pense qu'il est important, incontestablement, il y a eu tout un débat et qui continue à propos des femmes qui portent le hijab, pour le dire rapidement. Mais je pense que le débat est aussi extrêmement grave et important pour toutes les femmes du Québec. Et donc pas uniquement les femmes immigrantes. Je crois que la manière dont on assiste à l'instrumentalisation de l'égalité et de la liberté vont avoir des effets éventuellement sur la situation des femmes, de toutes les femmes québécoises, et c'est déjà le cas d'une certaine manière maintenant. Je voudrais consacrer les 2 minutes, non même pas, une demi-minute que j'ai encore dans mon intervention. Je voudrais, parce que ça me paraît très important et je trouve qu'on en parle très très peu, on insiste jamais ou si peu sur le fait que Drainville a glissé dans le projet de loi 60 un article 12 qui est rédigé comme tel. Et donc je vais lire. Les devoirs de neutralité et de réserve ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'application des règles déontologiques prévues par la loi, permettant aux médecins et aux pharmaciens de ne pas recommander ou de ne pas fournir des services professionnels en raison de leurs convictions personnelles. Je me permettrai, par rapport à tous ceux qui sont mécontents par rapport à la catho-laïcité, je pense qu'on pourrait laisser tomber, on pourrait abandonner le crucifix à l'Assemblée nationale et plutôt se préoccuper par rapport à cette manière d'intervenir par rapport à la contraception et à l'avortement. Effectivement, comme l'article le prévoit, effectivement, il y a clause de conscience pour les médecins et pour les pharmaciens à propos de l'avortement et de la contraception. Comme vieille féministe démocrate de gauche, je ne peux pas m'opposer à cette conscience, à cette clause de conscience, mais je trouve que de la même manière, puisque la clause de conscience existe pour les médecins et pour les pharmaciens, on devrait permettre à tous les employés de l'État de travailler dans la fonction publique et parapublique avec les signes religieux qui leur conviennent. Merci. Bonsoir et merci. Je vais faire un merci global. Comment soigne-t-on la peur? En fait, je pense qu'on soigne la peur en réfléchissant, souvent en réfléchissant, et aussi au travers d'un lien chaleureux. Alors, je pense que je suis ici avec vous ce soir pour soigner mes peurs, mais aussi les peurs. C'est la dérive complète. Mais aussi les peurs des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc cette idée que quand on est inquiet et que l'inquiétude, c'est très contagieux, en fait, on a besoin de se soigner. Et vous savez, quand on se fait mal, ça prend très peu de temps à se faire mal et ça prend très longtemps à aller mieux. Et je pense qu'on a donc besoin de réfléchir ensemble, mais aussi de liens chaleureux pour se guérir, pour aller mieux, pour chasser nos peurs. Et ça, c'est un peu complexe. Et je pense que c'est un peu l'aventure du livre. Et qu'à ce niveau-là, il invite à élargir la réflexion à 3 niveaux. Alors, un premier niveau, et c'est intéressant que ce soit Mémoire d'Encrier qui l'ait publié, c'est au niveau de la mémoire, c'est au niveau de l'histoire.
c'est finalement sortir de ce moment présent où on s'enferme un peu et on oublie de penser un avant, et rien que si on voit la table ici, qui est très divers, et où on porte toutes ces mémoires qui nous disent que ces choses-là se sont déjà passées, et se sont déjà passées des milliers de fois. Et on finit bien ou mal. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre de ça quand on a des peurs par rapport à l'influence sur les enfants, par rapport aux dérives, par rapport à l'égalité, par rapport à la signification des signes. Ces mémoires sont très importantes d'apprendre de nos ancêtres sur ce qui s'est passé avant. Je pense qu'il y a un premier effort de réflexion dans le livre. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais un autre espace, je pense, c'est cet espace du maintenant, mais d'un maintenant planétaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le seul endroit de la planète où c'est en train de se passer. Nous ne sommes pas le seul endroit où les restrictions gouvernementales touchent le religieux. C'est généralisé et ça augmente dans les 6 dernières années. Et donc, comment pouvons-nous nous resituer comme sujet plutôt que suivre le courant dans quelque chose qui nous dépasse et nous rendre compte que nous ne sommes peut-être, c'est ça, qu'une petite brindille qui suit le courant plutôt qu'une exceptionnalité. Alors je pense qu'un besoin de réfléchir et d'élargir un espace planétaire en ce moment est absolument essentiel. Et enfin, et ça c'est une invitation pour tous qui sont ici, je pense qu'on a besoin de se projeter dans un futur. C'est-à-dire que notre réflexion a besoin de mettre à l'épreuve ce que nous pensons. En tant qu'académique, mais en tant que citoyen, nous avons besoin de regarder, de penser, de documenter et de décrire ce qui est en train de se passer pour avoir d'autres arguments. Donc, le combat par rapport aux peurs que nous avons n'est pas fini. Je pense que ce combat futur, il faut le mener à beaucoup et le mener de la façon le plus rigoureuse possible. Merci. Je vais être très brève. Pourquoi ce collectif? D'abord, on l'a dit beaucoup pour ouvrir un espace de réflexion, mais peut-être plus en tant qu'intellectuel pour soulever des évidences, d'abord, et pour poser des questions aussi. Pour déplacer le débat sur un autre horizon, où ceux et celles qui travaillent, donc les auteurs, finalement, donc pour se déplacer sur cet horizon où les auteurs travaillent et à partir d'où elles pensent, à partir de perspectives différentes, on l'a dit, et pour examiner vraiment en profondeur tous les enjeux qui ont trait à la charte et pas exclusivement, donc tout ce qui déborde aussi, donc le vivre ensemble, bien sûr, mais interroger les rapports de sexe, comme Marie-Blanche Taon le fait, interroger des rapports fondamentaux comme celui à la religion ou à la spiritualité, comme Deirdre Mentel, qui malheureusement n'a pas pu être ici ce soir, le fait. Donc, qui nous dévoile, par exemple, qu'au Québec, on a des nouvelles formes de religiosité qu'on ne connaît peu. Donc, ce livre aussi s'attache aux limites que posent les modèles, disons, libéraux de gestion du vivre ensemble. Il fait état des dérives possibles de certaines conceptions qui sont pourtant libérales. Le texte de Rioa le montre bien et celui de Yara El-Radban également. Plus généralement, l'ouvrage questionne le rapport à l'autre, le rapport aux immigrants, aux femmes immigrantes et montre ses différentes facettes. Il se focalise bien sûr sur la question du signe religieux de l'autre, pas celui du Québécois, mais bien le signe religieux de l'autre. Il met aussi l'accent sur la prédominance du soupçon à l'égard de certains. Donc, c'est le texte de Leila Benadjouja qui s'attache à cette question, ou encore à la ségrégation un peu plus insidieuse qui est en cours, qui était en cours bien avant la charte par ailleurs. Donc, Leila l'a dit, la charte est effectivement centrale à ces réflexions, mais ce n'est qu'un point de départ pour interroger la société québécoise dans laquelle tous les auteurs vivent, travaillent et pensent. En somme,
ce qui s'offre à vous à travers cet ouvrage, il me semble, c'est une manière différente de problématiser le débat, de regarder comment les choses font problème, mais à partir d'un point de vue ancré sur une expertise, notamment de terrain. Donc, au terme de l'ouvrage, peut-être qu'il y aura plus de questions qui auront été soulevées que de réponses apportées, mais à tout le moins, l'ouvrage vous offre un diagnostic de qu'est-ce qui se passe présentement au Québec et essaie d'offrir des pistes pour un avenir ensemble. Merci Marie-Claude. En fait, je pense que tout ce qui est important et pertinent à dire par rapport à ce livre a été si bien dit, si éloquemment dit par mes collègues. Je ne vais pas parler trop longtemps. Je voulais simplement vous remercier en fait de votre présence ici. Je suis vraiment très heureuse de voir le nombre de gens qui se sont déplacés et ça me dit que on n'est pas les seuls à vouloir réfléchir, on n'est pas les seuls à s'interroger, on n'est pas les seuls qui sentent le besoin qu'il faudrait s'arrêter et peut-être prendre un moment pour penser à ce que tout cela veut dire, pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui le motive et quel est notre rôle et notre devoir de citoyen. Par-delà notre travail en tant qu'universitaire, il y a aussi notre rôle de citoyen. Et je crois que je vous inviterai à lire ce livre-là dans cet esprit. Quand on a pensé à le faire, Laïla, Marie-Claude et moi, nous avions vraiment une priorité. Nous voulions pousser le débat plus loin. Nous voulions interpeller nos concitoyens, interpeller les politiciens, interpeller nos collègues aussi, en leur disant ce sujet-là, ce débat-là, il est fondamental. On ne peut pas se permettre de s'engager là-dedans d'une manière irresponsable. Il faut qu'on prenne le temps de bien réfléchir parce que nous vivons ensemble dans cette société-là et nous serons toujours ensemble. C'est pas comme si cette société, c'est nous, en fait. Et comme un bon voisin avec qui vous allez partager le même building pendant très longtemps, je pense qu'on se le doit de maintenir un rapport humain, un rapport chaleureux, un rapport de confiance. Pour ma part, ma contribution, en fait, est un peu comme Laïla, étant quelqu'un qui a eu un parcours assez sinueux sur le plan de l'immigration. Je vois mes parents qui sont là, qui ne parlent pas français, mais qui se sont déplacés quand même pour venir écouter leur fille. Merci d'être là. En fait, bon, j'ai perdu mon point là. Parcours sinueux. Hein? Parcours sinueux. Ah oui, le parcours sinueux, oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est tellement sinueux qu'on se perd. Alors, exactement, en fait, j'avais besoin un peu de voir où j'en suis. Par rapport à ce parcours-là, par rapport aussi à mon rapport au Québec et aussi, comme l'a si bien dit Cécile Rousseau, de gérer un peu cette angoisse et cette peur qui, je vous l'avoue, m'a travaillé beaucoup en écoutant les discours. Laïla parle très éloquemment dans son article de ce soupçon qui semble s'être infiltré dans nos rapports entre nous en tant que co-citoyens. Et je crois qu'il faudrait trouver le moyen justement d'exorciser ça d'une manière intelligente et d'une manière humaine. Et c'était vraiment ça qu'on a tenté de faire dans ce livre-là. Vous allez peut-être pas être d'accord avec nos positions, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'entamer une conversation et qu'on puisse se parler, en fait, et réfléchir ensemble sur cette question-là. Si on réussit à faire ça, je considère que j'ai fait mon devoir en tant que citoyenne et en tant qu'universitaire. Alors, je pense que je vais simplement terminer par remercier encore toutes mes collègues. Vous savez, elles ont tous sacrifié leurs vacances de Noël pour travailler sur les textes avec des délais absolument inhumains, mais on était tous animés par l'importance d'intervenir et de contribuer d'une manière modeste, en tout cas on essaye, à travers ce livre-là. Et j'aimerais vraiment vous remercier de votre générosité
générosité et de votre engagement. Je l'apprécie énormément, particulièrement mes collègues co-directrices, Laila et Marie-Claude. Le travail qui a été fait était énorme et on l'a fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Rio Achong, Marie-Blanche Taon, Cécile Rousseau, Marie-Claude Hins, Yara El Gadban et Leila Benadjouja pour cette causerie. On va ouvrir une petite période de questions. On vous demanderait d'être très bref. On va peut-être en prendre 4-5, on verra après. J'aimerais également souligner la présence dans la pièce de M. Amir Kadir, député de Québec solidaire, ici maintenant, qui va peut-être vouloir intervenir ici maintenant. Alors, je ne sais pas par qui on commence. Vous? Oui, j'ai eu très peur au mois de novembre dernier parce que je suis tombée en bas de mon balcon, 3e étage. Donc je pense que j'ai bien expérimenté la peur. Mais je pense que je n'ai pas peur ni des immigrants ni des immigrantes. Je n'ai pas peur des autres. Et je suis pour la charte. Bien avant qu'il y ait le projet, je me suis mobilisée. J'ai participé à la commission parlementaire sur le projet de loi 94. J'ai écrit avec Marie-André Bertrand, André Lajoie, un article qui est paru dans Le Devoir en septembre 2010. J'ai écrit plusieurs articles, donc cacher cette chevelure que je ne saurais voir lorsqu'il y a eu le débat autour de la position de la Fédération des femmes du Québec. J'ai été professeure de philosophie pendant 30 ans. Je pense que je réfléchis. Et j'ai l'impression, dans le débat, j'ai suivi un peu le débat, dans une partie que je n'ai pas suivi parce que j'étais sur les fesses à l'hôpital. Donc, j'ai l'impression qu'il y a en parallèle deux courants qui ne se rejoignent absolument pas. Dans les gens qui sont pro-charte, il y a des islamophobes, des antisémites, des racistes, c'est clair. Il y a aussi des gens progressistes, dont je pense que je suis. Et la question, je me la pose sur le plan de la religion. Moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. J'ai des membres de ma famille qui sont dans des groupes fondamentalistes chrétiens. J'ai des nièces qui n'envoient pas leurs enfants à l'école pour qu'ils ne soient pas contaminés. Donc, la peur, elle a été essentiellement du côté de la religion jusqu'à maintenant. Si une grande partie des gens restent croyants, c'est parce que quand les gens sont petits, on leur insinue la peur et qu'est-ce qui va nous arriver si on décide de rompre avec les valeurs que nous ont transmis les curés, les imams et tous les gens qui tiennent à ce qu'on pense que les humains ne sont pas responsables de leur propre histoire. Parce que c'est ça le problème de la religion, telle que par exemple Freud en parle dans L'avenir d'une illusion, c'est-à-dire les êtres humains ne sont pas responsables de leur propre histoire. On doit s'en remettre à quelqu'un d'autre. Ces membres de ma famille sont étonnés que la saleté de la famille a été sauvée, même si elle a tombé de 25 pieds de haut. Mais bon, ça sera leur problème. Par rapport à la charte, je me dis, ça ne va pas contre la religion. Je me suis engueulée avec des personnes qui, elles-mêmes, avaient pris à partie des femmes dans un supermarché parce qu'elles portaient le hijab. J'ai dit, elles ont le droit de porter le hijab dans un supermarché. Ce qu'on demande juste, c'est qu'en tant que citoyens qui avons des croyances, qui avons des positions philosophiques différentes, on demande, quand on exige des services de l'État, on exige que ces personnes-là ne s'affichent pas d'abord comme appartenant à une religion. J'ai refusé à l'hôpital en 2011 que des femmes qui avaient un voile se présentent à moi pour me donner une injection, me faire une prise de sang. J'ai dit, moi, je veux une humaine devant moi. Je ne veux pas une musulmane, une chrétienne, une juive, etc. Une femme juive, sur son lit de mort, qui voit une femme musulmane alors que des gens de sa famille ont été tués par un kamikaze en Israël, cette personne-là n'aura pas la sérénité, je pense, nécessaire. Si l'humanité, c'était une histoire, un long fleuve tranquille, ça serait bien, mais c'est pas ça. Des régressions sont possibles. Quand les Palestiniens se sont battus dans les années 1970, il y avait des femmes qui étaient commandants avec les fusils. Aujourd'hui, on refuse aux femmes d'aller sur un vélo.
le Hamas, il ne veut pas que les femmes aillent sur des vélos ou des mobylettes. Est-ce qu'on peut régler la question? Ça a changé. Je n'ai pas de question. Il faut laisser la place à d'autres aussi, madame, s'il vous plaît. Le seul point concret sur la charte qui a été mentionné ici, ça a été la madame, et je soutiens tout à fait votre point de vue là-dessus. Merci. Peut-être que je pourrais faire un commentaire sur la neutralité de l'État dont vous êtes une... Bon, ce que j'ai compris, vous, en fait, donc vous êtes pour la charte en raison de cette neutralité de l'État qui vous est profondément très, très chère. Moi, en tant qu'anthropologue qui a travaillé dans les institutions d'immigration, ce qui m'intéresse par rapport à la neutralité de l'État, c'est plutôt la question du pouvoir discrétionnaire. En fait, c'est une autre question parallèle, mais qui est quand même fondamentalement très importante. Donc, il faut savoir que dans la fonction publique au Québec, les fonctionnaires ont une grande marge de manœuvre pour finalement effectuer leurs tâches quotidiennes. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être, donc c'est une question que je lance comme ça, mais est-ce qu'on pourrait s'intéresser à cette question du pouvoir discrétionnaire des agents de l'État d'abord, de peut-être voir s'il y avait moyen de contrôler cette question-là. Donc, moi, c'est le genre de questions que je me pose, plutôt que savoir, justement, donc, avant d'arriver au signe religieux, mais est-ce qu'on peut avoir d'autres mécanismes, par exemple, qui pourraient s'assurer que les pratiques, qu'elles sont neutres, mais à tous les niveaux, pas seulement au point de vue religieux, mais au point de vue politique, au point de vue partisan, à différents niveaux. Donc, moi, je vous inviterais peut-être à vous questionner sur la question du pouvoir discrétionnaire dans la fonction publique au Québec. Parce que moi, ça m'intéresse, c'est que dans votre présentation, j'ai eu un sentiment de présupposé au sujet de la peur. Moi, je ne connais personne qui a peur. Je ne la vois pas. C'est quoi la peur? Qu'est-ce que vous nommez? Quand vous dites la peur, vous donnez pas d'exemple? D'accord. Il y a plusieurs... bon, je vais revenir à la peur. Peut-être un petit point par rapport à ce que vous disiez. Et là, je référerai à Ricoeur. En tant que philosophe, vous devez être un peu familière. J'aime beaucoup la façon dont il distingue, après la Shoah, la notion de responsabilité criminelle, responsabilité morale et responsabilité politique. En tant que blanche, immigrante aussi, mais descendante d'Européens, j'ai une responsabilité politique, certainement face aux Premières Nations, mais aussi face à tous les peuples que nous avons colonisés. Et je dois l'assumer, même si j'ai une pensée critique par rapport à ça. Et quand je reçois quelqu'un en clinique, je suis clinicienne, les gens peuvent ne pas vouloir de moi à cause de ça. C'est légitime, comme vous pouvez ne pas vouloir avoir une personne qui a un voile. Ensuite, on est dans une situation... Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des bonnes raisons de refuser l'autre et d'être agressé par sa présence. Et que ça se démultiplie à l'infini. Et ça dépasse de beaucoup les signes religieux. La peur, et là je réfère à toute une littérature qui, je vais être académique, mais qui émerge donc depuis le 11 septembre et qui montre comment les relations intercommunautaires au travers de la planète sont en train de se tendre. Et comment les gens se sentent menacés dans leur identité et construisent l'autre. Alors au niveau des médias, il y a beaucoup d'études en sciences politiques et psy-politiques et tout ça, de plus en plus comme un criminel. Alors regardez, si vous sortez de l'espace québécois et que vous allez vers l'espace fédéral, qui a les façons, je dirais, anglo-saxonnes de traiter la xénophobie. La xénophobie traitée, on a la même chose aux États-Unis et en Angleterre. Donc une façon qui n'a rien à voir avec nos interrogations sur la langue et l'identité, qui sont en fait très franco-québécois, qu'on retrouve en France ou un peu en Belgique et en Suisse. L'autre est construit, donc on est passé des représentations des réfugiés qui étaient des gens à qui il fallait... de qui il fallait s'occuper et apporter assistance parce qu'ils étaient vulnérables, à une représentation des réfugiés comme des criminels potentiels et de tout immigrant comme un criminel potentiel. Regardez la criminalisation de l'immigration. Le changement, par exemple, l'intérêt maintenant pour la traite des personnes. Alors la traite des personnes a toujours existé, mais maintenant les personnes, donc on regarde tous les visages criminels
de l'immigration, des réfugiés, et on restreint et on coupe. Et là, encore une fois, les politiques fédérales, et le Québec s'y est opposé. Donc, vous voyez, toutes les dérives n'appartiennent pas à un seul espace. Le Québec est la première province qui s'est opposée à la coupure de soins aux réfugiés et qui a décidé de maintenir tous les services, qui s'est opposé à la détention des réfugiés. Donc, dans l'espace fédéral, qui est un espace très anglo-saxon, la peur de l'autre et la construction de l'autre comme criminel se traduit par des politiques migratoires restrictives. Dans un espace québécois, beaucoup aussi, je dirais, dans un espace français, c'est beaucoup les peurs identitaires. Donc, la peur de disparaître. Mais en miroir, si vous regardez grandes études européennes sur la question de l'aliénation des jeunes, donc une peur montante des générations de première et deuxième génération, ces jeunes qui se sentent de plus en plus exclus, qui ont l'impression qu'ils n'ont plus leur place dans ces sociétés et dont l'identité est en train de changer. Alors, on peut dire... Il n'y a pas de peur et je suis très heureuse si vous n'avez pas peur et très heureuse si vous... Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est pour ça que je disais qu'il faut élargir notre regard. Et ce que j'entends dans les discours circulants autour de la charte au Québec et dans la colère, je pense que la colère vient beaucoup de la peur et du sentiment de menace. D'autres questions Oui, bien sûr. Même monsieur Drainville, dans la présentation des premiers mois de ce charte, à plusieurs reprises a verbalisé. Je ne sais pas s'il traduisait son propre sentiment ou ce qu'il captait de la société, mais il parlait de malaise, d'une manière, d'une peur, de quelque chose qui dérange. J'estime qu'on est assez bien placé aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé au cours des 8 derniers mois, de dire que ce malaise traduit quand même une crainte, une peur. Vous les avez entendus, ça a été alimenté, parfois par maladresse, parfois à dessein politique, parfois simplement par ignorance, mais on les a vus et entendus. Nous, vous, on peut peut-être être à l'abri de ça, mais on ne peut nier leur existence. Ceci dit, je crois quand même qu'on doit reconnaître qu'au Québec, ce débat se fait de manière beaucoup plus détendue, beaucoup moins empreint de toutes sortes de dérives qu'on peut avoir vécues en France, même en Allemagne, dans plusieurs pays d'Europe du Nord qu'on croyait pourtant à l'abri de ces choses-là à cause de vastes programmes sociaux d'ouverture vers le monde. Moi, je pense par exemple aux pays scandinaves ou à la Hollande, qui sont des champions de toute catégorie de coopération internationale et tout ça. Mais on a vu au cours des 20 dernières années comment le débat alentour de l'immigration, de l'étranger, de l'autre, des peurs identitaires, a pris des tournures violentes, tragiques, mortelles. Hein? On se rappellera des... Donc, pour contribuer à cette guérison, on passe ici, pour aider votre collègue dans sa patience civique, je pense qu'il faut quand même reconnaître certaines forces de notre société. Grâce à des gens qui ont pris la parole, qui ont pris des risques, qui ont sacrifié des années de, je dirais, d'amitié et de loyauté pour prendre la défense, je dirais, de la raison. Je pense à tous ces souverainistes pour une laïcité ouverte qui, pour pratiquer le mouvement souverainiste depuis 20 ans, je connais ce que ça entraîne comme pression, comme remise en question, comme tension, comme rupture. Mais ici au Québec, je pense à des Rosa Pires, à des Michel Seymour, à Jean Dorion, à ici Robin Philpott, qui ont sacrifié des années et des années, je dirais, d'amitié, de liens, pour prendre la défense et pour que ça ne dérape pas trop. Et je pense, toute proportion gardée, on fait ce débat-là de manière très civilisée, très respectueuse, toute chose étant relative, je le répète. Et puis, vraiment, je suis content de vous avoir. Merci. Je voudrais revenir, c'est que... Mais peut-être laisser d'autres intervenir. On pourra revenir ensuite pour donner la chance à tout le monde. Oui. Derrière. En fait, je voulais juste, par rapport à ce que M. Kadir dit, je m'excuse, mais je suis vraiment en désaccord avec le fait que, je sais que vous avez dit toute proportion gardée, relativement et tout,
mais je suis vraiment en désaccord avec le fait qu'il n'y a pas eu de dérive, parce qu'on ira, je veux dire, on ira dire aux femmes qui se font insulter dans la rue, qui se font cracher dessus, qui se font arracher le foulard, qui se font insulter sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas eu de dérive au Québec. Déjà leur dire qu'il n'y a pas de dérive au Québec par rapport à ce débat-là et que le débat se passe de façon raisonnable, ça, je trouve déjà, c'est une violence par rapport à ces femmes-là qui ont été victimes je veux dire, de stigmatisation et de discrimination pendant tous ces mois-là qui s'est passé. Donc, je sais qu'on n'aime pas beaucoup se comparer ici, on aime vraiment pas se comparer ailleurs, et quand oui, il y a eu des cas qui sont beaucoup plus graves comme en Norvège, etc., ce qui s'est passé, sauf que oui, il y a eu des dérives, et il y a eu des dérives où est-ce que la violence a été impliquée, et c'est vraiment dommage, mais je voudrais qu'on cesse de dire et qu'on répète même dans les médias que le débat se passe raisonnablement bien, que les gens quand même à un bon niveau, etc., parce que c'est pas vrai. Parce qu'il y a eu des insultes, sur les réseaux sociaux, c'est la catastrophe en fait, tellement qu'on peut même plus lire les commentaires. Après les articles dans les médias, c'est encore pire. Donc, je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des dérives et qu'il y a eu de la violence et qu'il y a des femmes qui la vivent. Et même l'Aire des centres des femmes a reconnu ça il y a quelques mois déjà, que le nombre d'agressions a augmenté. Donc je voulais justement faire le même commentaire parce que quand on n'est pas à la place de ces femmes-là, comme disait le monsieur au départ, on ne se met pas dans la place du nègre alors qu'on est tous dans la négritude aujourd'hui presque. Il y a beaucoup de gens dans la négritude. Après mon commentaire par rapport à vous, professeur, malgré tout mon respect pour vos 30 années de philosophie, je pense que par exemple la manière dont vous êtes intervenu, c'est une manière qui pourrait alimenter des craintes. Parce que du haut de votre parcours en philosophie, je pense que vous devriez théoriser votre appui à la charte. Et pas faire un appui à la charte à travers des exemples, parce que c'est tout à fait une attitude non scientifique. On ne peut pas, je suis désolé de dire ça, mais quand on veut défendre une idée, on la théorise. On n'émet pas des exemples parce qu'on peut trouver des contre-exemples. C'est des prescriptions que vous êtes en train de donner? Non, je donne mon sentiment par rapport à... Je ne doute pas de votre bonté, mais c'est juste de votre position de philosophe, il y a une responsabilité civile. Donc, je pense que vous êtes très bien placé pour théoriser cet appui à la charte et pas donner que des exemples de l'Algérie ou de la Palestine, etc. Donc, c'était vraiment ça mon... J'ai parlé de ma famille aussi. Hein. Oui, je comprends. Est-ce qu'on pourrait peut-être... J'en viens à ma question à vous, c'est... Donc, supposons qu'on interdit à toutes ces personnes-là, on leur interdit de servir dans l'espace public, par exemple à l'hôpital. Donc, on devrait choisir quel type de personne. Et puis, quand on choisit ce type-là de personne qui est dénué de toute identité, on va dire visuelle, qu'est-ce qui nous garantit que cette personne-là aura le bon comportement par rapport à la personne qui viendra se servir chez elle? Qu'est-ce qui va nous le garantir au final? Donc, on est complètement dans un faux débat parce qu'on est dans un débat sur la confiance qu'on fait aux gens et là, on dit aux gens, on ne vous fait pas confiance. Pardon. Merci bien. Merci, on continue. D'accord? Avec. Ok, Monsieur Nadeau, allez-y. Très rapidement, c'est simplement pour vous remercier pour une chose qui a été dite au sujet de votre collectif, c'est que c'est un livre qui s'inscrit sur le long terme. Le travail des intellectuels, très souvent, va être d'intervenir, mais aussi de réagir à certaines situations. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, des gens comme moi, au départ, je ne voulais pas m'inscrire dans ce débat parce que je ne voulais pas une instrumentalisation de ce débat. Mais précisément parce que je ne le voyais pas sur le long terme. Et c'est... Là, je voudrais rendre hommage à ma collègue Rioa. C'est Rioa qui m'a fait changer d'idée là-dessus. Et surtout, ce que j'espérais, c'est qu'il y en ait des manifestations. Et le travail que vous faites, ou la manière dont vous l'avez expliqué, me semble une contribution très importante parce que nous allons bien au-delà de simplement la confrontation avec la situation immédiate, mais aussi sur les blessures. Parce que une chose qui est fascinante, c'est que nous semblons complètement avoir oublié ce qui s'est passé au moment des débats de la commission Taylor-Bouchard. C'est comme s'il ne s'était rien passé.
des deux côtés d'ailleurs. C'est comme si nous réinventons la roue, alors que clairement, il y a une blessure morale qui, à mon avis, est liée à la question nationale, et qui, justement, ne sera pas prêt de guérir pour le moment, sauf grâce à des interventions comme la vôtre. Donc, merci. Merci. En fait, un des points intéressants que j'ai trouvé, que vous avez en fait commencé le débat, c'est sur la figure finalement de l'intellectuel. Qui est l'intellectuel, qui parle au nom de qui, et quelle est sa légitimité finalement. Je suis moi également immigrante ici au Québec, je ne connais pas très bien la société québécoise pour la juger ou pour la critiquer, mais mon sentiment c'est que depuis que je suis au Québec, c'est qu'il y a un sentiment d'anti-intellectuel, il y a un sentiment de anti-élitisme, il y a un rejet en fait finalement, j'ai l'impression, de cette figure de l'intellectuel, ou en tout cas cette personne qui a la légitimité de parler sur la place publique. Et en posant cette question-là finalement de l'intellectuel, je suis arrivée à la question de la crise identitaire, en me disant est-ce que finalement la société québécoise aujourd'hui, elle n'est pas en face finalement d'une profonde crise. Alors tout à l'heure on a parlé de malaise ou de peur, mais peut-être que finalement cette malaise-là vient de cette crise identitaire-là. Je n'ai pas lu le livre et j'ai bien hâte on peut découvrir le propos de chacune, mais finalement est-ce que si à un moment donné on peut faire un parallèle entre ce rejet finalement de la figure de l'intellectuel et de l'anti-élitisme et de faire un lien avec cette crise identitaire, on pourrait dire aussi finalement la charte est finalement une conséquence naturelle de cette crise-là. Pour moi, ça va au-delà en fait, de la question de la religiosité, et ce n'est pas forcément une question d'être musulmane, ou juif ou chrétienne. Je pense que tout le monde se sent menacé ici dans sa propre identité. Alors voilà, je voulais avoir aussi un peu votre point de vue par rapport à ça. Merci. J'ai pour ma part une question qui est très simple, dont la réponse est très complexe. Dans tous les textes de l'ouvrage que j'ai eu le plaisir de lire, et dans la discussion ce soir, on constate que souvent on parle de notre propre biographie, n'est-ce pas, pour rentrer dans le débat, que ce soit pour ou contre la charte. On l'a même entendu là, assez explicitement ce soir. Yara, votre texte est magnifique d'ailleurs. Vous rentrez dans la discussion avec l'histoire de votre petite fille, en fait, et de son amie, qui mériterait d'être largement diffusée pour nous faire réfléchir à la notion de liberté chez Arendt, etc. Je suis comme Christian est bien fait ici, désespéré de voir que le débat, justement, ne s'en tient que là. Qu'à la biographie, qu'au sentiment, qu'au malaise, dont vous avez parlé, M. Gadi, ou à la peur dans les mots de Cécile, et qu'on n'atteint pas ce que vous souhaitez toutes dans chacun de vos textes, de manière différente, avec un regard différent. On n'atteint pas donc une discussion qui soit basée sur les faits, sur la réalité, et donc qui soit une discussion proprement démocratique. Donc ma question est la suivante. On n'a en quelque sorte pas le choix, comme Yara vous le démontrez dans votre texte, de rentrer par la biographie, par les sentiments. Vous nous touchez avec l'histoire de votre petite fille. C'est un procédé rhétorique tout à fait légitime et naturel. Mais comment pouvons-nous, je laisse sacrer, comment pouvons-nous enfin atteindre ce niveau de débat qui repose davantage sur les faits, sur qui est documenté, sur une discussion rationnelle qui n'est donc plus dans l'émotion. Je n'ai pas cette réponse, je crois que vous ne l'avez pas non plus, sinon vous seriez probablement à la place de Pierre Carpelladé. Je pense que c'est ça qu'il faut trouver. Le défi à long terme, comme tu vient de le dire, comme Cécile tout à l'heure, c'est comment ramener, parce que ça ne se réglera pas aux élections de cette année, ça ne se réglera pas à la reprise des travaux en septembre. Comment pouvons-nous faire pour ramener ce débat sur les bases nationales? C'est pas possible, parce que la question identitaire est une question viscéralement émotive. Vous ne faut pas avoir peur des émotions. Il ne faut pas avoir peur des émotions. Oui, en fait, je voulais simplement réagir à votre intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de votre lecture. Non, je n'ai pas la réponse, mais en fait, par contre, ce que j'ai essayé de faire, vous savez, je m'étais posé la question, je me souviens, Rodney était là, je lui ai dit, je ne sais pas, est-ce que je laisse les migrants parler ou plutôt l'anthropologue? Et j'ai décidé finalement que j'avais pas besoin de choisir, qu'en fait, je pouvais
à la fois me servir de mon expérience, mais aussi j'avais le devoir de le dépasser. Et c'est pourquoi c'est Hannah Arendt qui vient un peu à mon secours pour me permettre de réfléchir par-delà justement la biographie, par-delà l'expérience personnelle, parce que je n'ai pas non plus le droit de projeter mon expérience sur les autres. Ça me donne un certain savoir, mais qui a autant de limites que mon savoir et ma connaissance des auteurs et ma connaissance des théories. Alors, j'essaie autant que possible de faire l'équilibre entre les deux. Voilà la question que j'ai essayé de me poser, et ça pourrait peut-être revenir à votre intervention, c'est pourquoi cette fixation sur les signes? C'est la question que moi je me pose. Et je crois que ça va au-delà de la religion. Et oui, il y a un élément identitaire là-dedans, mais aussi il y a un élément qui est propre à notre époque aujourd'hui, dans le sens il y a une ambivalence par rapport aux repères, par rapport au cadre de référence, et j'ai l'impression que c'est comme si on essaye de s'accrocher à quelque chose qu'on croit solide. Et les signes, puisque c'est quelque chose qui est justement affiché, du coup, ça devient quelque chose à laquelle on peut s'accrocher. Sauf que, justement, si on connaît un peu la philosophie, la sémiologie, Derrida, Barthes, tout ce beau monde-là, on sait très bien à quel point les signes sont instables, à quel point les signes n'ont de sens que à travers ce que nous, on leur donne, ce que nous, on investit par rapport, et à quel point ces signes sont contestés et qui sont changeables et fuyants. Et donc, là où j'ai essayé d'expliquer ça d'une manière très, pour revenir à la biographie, d'une manière très simple à ma fille, quand elle, comme par instinct, elle me disait, maman, j'ai l'impression que c'est pas une très bonne idée cette charte, mais je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai dit, elle a 12 ans, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je t'ai toujours appris? Il faut jamais juger les gens sur leur apparence, il faut les juger sur leurs gestes, sur leurs actes. J'ai dit, t'as juste ça à retenir. Dans une société démocratique, on juge les gens sur leurs contributions, sur leurs gestes et leurs actes, et non pas sur leurs apparences. Il me semble que c'est très simple, et c'est un principe que pour vivre ensemble, par-delà la différence, qu'on pourrait un peu se le rappeler d'un temps à l'autre. On fait toujours cette erreur. Il n'y a personne qui est libre de jugement et du préjugé, incluant moi-même, mais je pense qu'on se le doit de se le rappeler. Et Hannah Arendt m'a permis un peu de penser à cela justement par-delà la peur, puisqu'elle a tellement bien analysé la question de l'affect, elle qui est tellement à la fois une femme de raison, mais d'un idéalisme qui me touche énormément. Elle m'a aidé à penser à cela. Voilà, merci. Donc, je me présente Haroun Bouazi de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec. Je vais peut-être prendre 2 secondes parce qu'il y a peut-être des gens qui seraient étonnés du nom de l'association, juste pour expliquer que nous, malheureusement, alors qu'on est la seule association de musulmans et d'arabes qui milite pour la laïcité, on est contre la charte. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on aime profondément la laïcité. On n'est pas apparu dans le cadre de ce débat. On est apparu, ça fait déjà depuis juin 2012 qu'on travaille fort pour la laïcité au Québec, et on considère, pour aller très très vite, et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser la question, donc on considère d'abord que la liberté de conscience c'est quelque chose de très important. Que moi, ma fille, si elle veut être musulmane ou sataniste, je veux que l'État la protège de moi. Si je veux lui changer son avis, elle la protège des institutions. Et d'elle, si elle devient sataniste. Pardon? Et que l'État vous protège d'elle si elle devient sataniste. Oui. Ben, ça dépend de ce qu'elle en fait. Elle a le droit de penser ce qu'elle fait. Sataniste, allez au foufoune électrique, vous pouvez avoir du fun sans rien. Et le deuxième point, c'est le point de la neutralité qui est vraiment... Je rentrerai pas là. Mais le deuxième point, c'est la neutralité qui est un point très important. Et pour nous, vraiment, c'est le centre de... C'est noble, la laïcité. Et avant tout, donc un État neutre, c'est un État qui ne privilégie pas, ne pénalise pas des gens en fonction de leur religion. Et donc, quand on parle d'apparence de neutralité, nous, l'apparence par rapport au fond n'a pas de base. On n'est pas là pour l'apparence de laïcité, on est là pour le fond. Et le fond, c'est que personne ici ne doit être ni privilégié,
ni pénalisé parce qu'il est musulman, juif, athée ou même sataniste. On doit être jugé sur ce qu'on fait. Et il y a des limites de la liberté de conscience qui sont des limites logiques, raisonnables, qui sont, est-ce qu'on touche à la liberté des autres? Est-ce qu'on est dangereux pour la santé publique? Est-ce qu'on est dangereux pour l'ordre public? Mais pas, est-ce que ma religion est visible ou pas? C'est comme... Bon. Ayant dit ça, j'espère que j'ai convaincu tout le monde qu'on adorait la laïcité. Ma question est la suivante, et peut-être pour Madame Rousseau, vous avez parlé justement des enseignements qu'on peut... Je suis plus sûr si c'est vous, mais de fait de se comparer à ce qui se passe ailleurs et puis de l'enseignement qu'on peut obtenir de l'histoire. Je vous avouerai que il y a un certain sens du pessimisme qui vient nous hanter quand on regarde. Dans l'histoire, c'est pas unique ce qu'on vit effectivement, que ce soit par rapport à des minorités religieuses ou par rapport à des minorités ethniques, et les blessures effectivement sont profondes, et quand on regarde, c'est pas des choses dont on peut se débarrasser. Est-ce qu'il y a des exemples où il n'y a pas eu un traumatisme de groupe qui a survécu pour ces minorités-là, une génération plus loin, par rapport au fait de se souvenir que oui, toute la société a décidé que maman ne devait pas travailler ou des choses comme ça là. Genre, est-ce qu'on a des enseignements de l'histoire positifs? C'est une énorme question et je ne la résoudrai pas ce soir. Peut-être simplement historiquement. Savez-vous quelle est la première institution qui a interdit le voile? Non, c'est bien plus vieux que ça. C'est l'Inquisition. Non, et je pense que c'est intéressant donc de voir que le voile, on n'en est pas à la première interdiction. Et alors la question du traumatisme, la notion de traumatisme, elle surgit et a envahi l'espace public après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'humain est infiniment capable, ça c'est la bonne nouvelle, de survivre à lui-même. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste lui-même. Mais alors, je pense que vous savez que non, je ne vais pas rentrer dans la biographie. Je pense que c'est important de vouloir changer le monde, mais pas forcément de croire qu'on va y arriver. Mais enfin, il faut. Ceci dit, pour revenir à ce que disait Yannick, je pense qu'il faut donc continuer à réfléchir, mais de toutes les façons possibles. Et que ça veut dire aussi réfléchir sur la base de faits, sur la base de données. Il y a actuellement plusieurs projets de recherche pilotes sur les impacts de la charte. Il y en a déjà quelques-uns qui sont complétés. Il y en a qui sont en voie de publication. Il y en a dans les cégeps, il y en a dans les universités, il y en a dans les services de santé. Il en faut n'importe qui. Je cherche un chercheur qui va chercher dans les services de garde. Donc, il faut que nous créons des connaissances, pas pour confirmer ce que nous pensons, mais pour le mettre à l'épreuve du feu, pour le complexifier, pour le diversifier et pour se faire des arguments. Donc, la nécessité actuelle d'études théoriques et d'études empiriques est absolument nécessaire pour remettre en question nos présupposés, et je me mets là en premier, mais aussi pour convaincre à un niveau politique et sortir d'une dichotomie qui soit dramatise, soit minimise les conséquences actuelles. Et donc, de grandes études ont été soumises, des grandes études pour financement, qui vont examiner les effets longitudinaux de ce qui se passe actuellement sur la jeunesse. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire ça, de se dire... mettons à l'épreuve de la réalité ce que nous pensons au risque d'avoir tort. Robert Philpot, je suis des indépendantistes pour une laïcité inclusive. Les deux derniers mots de votre titre, c'est « et après ». Et on a une situation politique québécoise, canadienne, qui revient constamment depuis 200-300 ans. Comment éviter, puis là, je ne sais pas si vous avez répondu à votre question, mais comment y aller avec les informations qu'on a, avec vos témoignages, puis éviter qu'on soit instrumentalisé d'un bord ou de l'autre, et comment s'assurer que ce que Amir a dit sur le Québec, ça soit vrai. Je pense moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est après.
C'est après l'élection, c'est avec la suite des choses. Et je pense qu'on a tous un devoir à faire ça de façon intelligente pour ne pas se faire embarquer dans des campagnes qui n'ont pas de sens. Peut-être vous avez des réponses. Des recettes. Marie-Blanche. Non, mais moi, je suis sociologue et pas prophétesse, donc je ne vais pas me lancer. Mais justement, comme sociologue, je voulais revenir un tout petit peu aux faits qui ont été mis en évidence. Et encore une autre dénégation. Moi, l'identité, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, je dois avouer. Mais ce que je considère depuis le débat du mois d'août, c'est que d'une certaine manière, on ne parle, l'expression de madame tout à l'heure était évidente, quand on parle de signes religieux, c'est du hijab dont on parle, pas d'autre. Enfin, le reste, on n'en parle quasiment pas. Et donc, de ce point de vue-là, donc l'identitaire, le signe ostentatoire, bon, c'est le hijab. Et donc, d'une certaine manière, en tout cas, c'est une hypothèse que j'ai essayé d'ailleurs tout à l'heure d'exprimer très rapidement. Un des problèmes, je crois, au Québec, c'est que grâce à la charte, il y a quand même une partie importante de la population qui considère que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est réalisé. Et on se rassure sur cette égalité. On a eu les chiffres la semaine dernière, Statistique Canada, qui mettaient en évidence que les femmes, sur 20 ans, les femmes qui ont un bac ont un salaire plus bas que les hommes qui ont fini un secondaire. Et donc ça, on vit dedans aujourd'hui, là-dedans, et puis on se répète, on se tape partout pour se dire, eh ben c'est ça, au Québec, nous, les Québécois, on a réalisé l'égalité entre les hommes et les femmes, et il n'y a que ces retardés qui, effectivement, ne s'inscrivent pas par rapport à notre vision de l'égalité. Et donc là, je crois que, regardez, c'est simple. Le 8 mars, il y avait une journée extraordinaire, une brochette de candidatures féminines. Le lendemain matin, plof, coup d'éclat, on ne parle plus des femmes, on ne parle plus que d'un homme. Donc, je trouve que c'est un peu une image, effectivement, de la vision de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on devrait réfléchir, madame. Et là, j'ai écouté votre discours tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un vrai problème de vision de rapports de sexe au Québec, mais on essaye de fournir des réponses qui ne correspondent pas à ce qui se passe. Et par ailleurs, tout à l'heure, on vous a interrompu à propos de l'avortement, mais il faut quand même enregistrer que, pas dans la charte, mais dans le projet, on voit un soupçon de penser qu'on pourrait quand même limiter la liberté des femmes. Ce que je peux suggérer, Yara, ce serait de faire un dernier tour de table où on vous inviterait à parler pendant 1 minute. Oui, j'ai entendu. Alors pour finir, en fait, c'est simplement, j'entendais tout à l'heure les commentaires, c'est de rappeler que dans une société libérale, démocratique, différentes conceptions peuvent coexister. Il ne s'agit pas de veiller à être une société uniforme où nous croyons tous la même chose, où nous avons le droit d'avoir des croyances différentes, d'avoir des conceptions de la vie différentes, de la vie, de la mort, etc. Mais l'objectif et tout le défi, c'est de vivre ensemble malgré nos différences et ne pas penser que l'autre est aliéné parce qu'il ne partage pas notre vérité, qu'il y a différentes formes de vérité, et que
la nôtre, si elle nous convient, si elle nous permet de cheminer dans notre vie, tant mieux. Et chacun, chaque groupe, chaque individu peut cheminer dans sa vérité. Et puis, voilà, pour finir, je voudrais moi aussi vous remercier. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'étais très heureuse d'être avec vous. Et je ne pourrais pas déguster le plat avec vous, mais bonne soirée. Alors, je vais essayer de proposer un argument qui ne fait pas appel à un récit biographique et de le résumer en 1 minute, 2 minutes. Alors, le propos est le suivant. Alors, comme vous, je suis également professeure en philosophie à l'Université de Montréal et j'ai pris beaucoup d'intérêt à étudier une tradition philosophique en particulier, qui est le libéralisme au sens noble du terme, c'est-à-dire le libéralisme qui est issu notamment du contractualisme et qui a porté en son sein, dans son développement contemporain, les théories contemporaines de la démocratie libérale. Et donc, une des notions capitales qu'il faut comprendre, c'est justement une idée à laquelle Leïla faisait justement référence, la neutralité axiologique de l'État. Ce qui veut dire qu'au sein d'une démocratie libérale, on ne veut plus d'un État paternaliste qui nous impose de manière coercitive une conception univoque et exclusive de ce qu'est la bonne vie pour tous. Au contraire, la démocratie libérale et la neutralité de l'État au sein de cette théorie de la démocratie libérale commence avec la séparation de l'État et de l'Église. De la séparation de l'État et de l'Église émerge donc le principe de la liberté de conscience qui garantit à chaque citoyen, à titre individuel, la liberté de pratique religieuse, la liberté de confession religieuse, la liberté d'expression. Au sein d'une démocratie libérale, la sécularisation de la société civile émane donc et découle comme d'une conséquence nécessaire de la séparation de l'État et de l'Église. Et on n'a pas à renoncer justement à la liberté de conscience individuelle qui demeure aussi un droit individuel fondamental qui constitue un pivot justement des théories de la démocratie libérale contemporaine. Et c'est dans ce sens-là que tout le monde ici est attaché au Québec. Tout le monde ici reconnaît le droit des Québécois de revendiquer une identité laïque pour son État. Là où, en fait, le débat dégénère, là, sans vouloir... c'est autour des articles 10 et 5. Les articles 5 et 10 au sujet, donc, de l'interdiction des signes religieux ostentatoires. Et c'est là où les interprétations divergent. Et afin d'éviter les attaques ad hominem, afin d'éviter de diaboliser l'adversaire avec qui on s'adresse, je vous proposerai l'interprétation suivante. On peut avoir des conceptions de la laïcité qui sont divergentes dans la mesure où, par exemple, selon une certaine tradition républicaine française, on pense que la laïcité doit s'afficher visiblement par la neutralité de tous les individus. Et il y a aussi une autre conception de la laïcité qui dirait plutôt ceci, que la véritable laïcité bien comprise, c'est justement une laïcité qui est capable de coexister dans la manifestation visible des différences religieuses. Et il se trouve que c'est une conception qui a été chérie par certains des grands penseurs de la démocratie libérale, dont notamment Thomas Jefferson, qui a été cité 2 fois plutôt qu'une par les Drainville et Jean-François Lisée, mais en fait à tort et à travers. Parce qu'avec Thomas Jefferson, de la séparation de l'État et de l'Église, encore une fois, il y a chez Thomas Jefferson une défense intégrale de la liberté de conscience qui reconnaît les libertés individuelles au sein des démocraties libérales contemporaines, modernes et contemporaines. Et donc, là où, selon notre avis, parfois le débat dérape vers des craintes irrationnelles, c'est lorsqu'on pense que parce qu'une infirmière, parce qu'un médecin porte un signe ostentatoire, que du coup, il devient ou elle devient incapable de servir le public de façon impartiale et neutre. L'exemple que vous avez cité... Mais l'exemple que vous avez cité de ne pas vouloir être servi... Je vais limiter mon droit de parole parce que je suis la seule qui a parlé contre la charte. Il y a une autre personne qui a parlé plus longtemps que moi. La question du temps ne s'est jamais posée. Alors, quand vous parlez de la liberté, vous pourriez peut-être réfléchir à cette question-là. Alors, je vais tout simplement conclure avec l'idée suivante. Elle dit, dans son propos, elle dit la liberté bien D'accord. pensée, Je vais le reformuler autrement. De mon humble point de vue, je pense qu'une infirmière qui soigne un patient voilé, en affichant ses croyances religieuses, est tout à fait capable, et c'est une question de confiance civique. C'est une question de confiance civique, elle est tout à fait capable de soigner son patient. Pourquoi elle veut afficher ses croyances religieuses? Elle est tout à fait capable
de rendre service à la communauté dans l'esprit, dans le plus grand esprit d'impartialité. Oui, en effet. Et je dirais, toujours est-il que je vais tout simplement conclure avec la conviction intime que j'ai que des concitoyennes musulmanes qui portent le hijab et qui sont par hasard infirmières, médecins ou tout autre et qui seraient visées par l'article 5 ou par l'article 10, parce que évidemment il y a les tentacules vers le service parapublic, cette consoeur concitoyenne québécoise à plein titre voilée du hijab est tout à fait en mesure de rendre service à la communauté dans le plus grand esprit d'impartialité, de neutralité et d'équité, de probité morale et intellectuelle et professionnelle. Et c'est sur cette douce parole que je voudrais maintenant conclure et passer le micro à Nicolas. Je vais essayer de donner la parole, parce que pour répondre à votre question, courageuse. Pourquoi est-ce qu'elle s'affiche aux jeunes filles? Donc, je fais de la recherche à Parc Extension. Donc, à une jeune fille, bon, il y en a plusieurs qui nous ont dit ça, mais il y en a une qui le disait, j'essaye de me rappeler ses paroles. Donc, elle était pakistanaise et elle disait, moi, je viens de commencer à porter le hijab. C'était il y a quelques années, hein, c'était pas juste maintenant. Moi, je viens de commencer avec le hijab parce que ça me fait rien. Qu'est-ce que vous allez penser? Ça me fait rien, même si les gens pensent que je suis terroriste. Je le porte parce que comme ça, je me sens plus fière et je me sens plus forte. Et je pense que chez les femmes qui, comme vous dites, s'affichent en ce moment, il y a ce désir. C'est une façon aussi de résister justement à la peur et à l'exclusion. Et donc, je pense qu'il faut sentir ce que notre société fait à ces minorités en ce moment. Mais juste pour répondre pour la question du « et après », je pense que cette partie du titre s'adresse à vous. C'est une invitation à réfléchir tous ensemble, collectivement, à l'après. Donc, l'envisager ensemble le plus inclusif possible. Je pense que le « et après », c'est à vous de le prendre et de le porter. Voilà. Je voulais un peu réitérer ce que Cécile Rousseau avait dit. Merci de votre intervention. Oui, on veut vous entendre et on veut entamer ce dialogue. Ça, c'est certain. Ça ne veut pas dire... on est en train de vous écouter, madame. On est en train d'entamer un dialogue avec vous. Alors, moi, écoutez, je comprends très bien d'où vient justement la conviction pour la charte. C'est vrai que quand on vit dans une société où il y a tellement de gens avec des expériences différentes, c'est quelque chose qui pourrait donner une société que personne n'a assez d'imaginaire pour, en fait, l'envisager. C'est comme une grande aventure pour tout le monde. Il y a un aspect imprévisible là-dedans. Il y a un aspect que, oui, il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont moins marcher. Être avec un autre qui est différent, vivre avec un autre qui est différent, oui, c'est un risque. Mais moi, j'aimerais mieux le penser comme un pari. C'est un pari que l'on fait. Et en fait, pour que ce pari soit réussi, je crois que chacun doit intervenir en tant que citoyenne dans son milieu d'une manière extrêmement soucieuse justement de cette présence-là qui est différente, de cette vision qui est différente. J'ai mes propres soucis, moi, par rapport à ce qui se passe. Vous avez cité la Palestine. Je suis palestinienne d'origine. J'ai mes propres soucis par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe. Mais je me fais aussi le devoir en tant qu'anthropologue d'essayer de comprendre les choses par rapport à leur contexte, par rapport à leur propre histoire. Je sais qu'en fait, les raisons pour lesquelles on voit une résurgence, par exemple, dans ces pays-là de la religion ne sont pas du tout ou nécessairement les mêmes raisons que
justement on voit dans les communautés ici. C'est pas du tout. Alors là où moi j'ai une inquiétude, c'est quand justement on amalgame un peu trop des contextes qui sont très différents. Ce qui ça fait, c'est que ça nous ramène sur justement des solutions qui ne correspondent pas nécessairement à l'enjeu. Et vraiment, moi, mon hésitation par rapport à cette charte-là, je ne suis pas pratiquante du tout, je n'ai jamais prié de ma vie, mais mon hésitation, c'est que cette charte-là, elle a été, à mon avis personnel, très mal pensée. Elle est motivée par les mauvaises raisons. Et ce qu'elle va le produire, c'est vraiment le contraire de ce qu'on dit qu'elle devrait produire. C'est vraiment ma conviction. Alors moi, je me dis, bon, je vais pas simplement vous le dire. Je vais essayer d'y réfléchir quand même moi-même. J'ai essayé de le faire à ma façon, en essayant de penser pourquoi on se fixe sur les signes. Et chacune de nous a essayé de le faire de cette façon-là. Alors, moi, je vous inviterai à chacun faire ce travail-là. Ce travail-là n'appartient pas aux universitaires. Ce travail-là appartient à tous les citoyens. C'est notre responsabilité quand on vit dans une société plurielle. Pour le et après, je voudrais peut-être revenir à la question des accommodements raisonnables. Moi, je voudrais pas justement que dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, on revient sur le même débat sans avoir tiré des leçons. Parce que c'est ça ce qui est arrivé avec les accommodements raisonnables. On a discuté toute la société pendant 1 an et qu'est-ce qu'a donné ça? Ça a donné, mais en fait, ça a donné 5 ans plus tard qu'on est en train de rediscuter de la même chose et j'ai l'impression qu'on n'a pas tiré de leçons. Et donc, le « et après », c'est pour dire à mes concitoyens, aux lecteurs, ne répétons pas l'histoire, s'il vous plaît. Prenons le temps maintenant, puisque c'est la 2e fois que ça arrive, qu'on y pense, parce qu'à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois, il y a des blessures qui s'ouvrent et qui sont de plus en plus difficiles à fermer. On dirait qu'on fait maintenant de plus en plus d'efforts pour aller justement guérir, alors que ça devrait être beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel. J'aimerais bien ne pas avoir eu besoin justement d'intervenir ainsi. J'aimerais bien que ce livre-là n'ait pas eu besoin d'exister. J'aimerais vraiment bien que ça soit le cas, mais ça ne l'est pas. Je le fais de ma façon, elles le font de leur façon. Et j'espère que même du côté de ceux qui défendent la charte pour toutes sortes de raisons et qui sont légitimes aussi, parce que moi j'ai pris le temps aussi de lire les auteurs québécois, la littérature dont je suis absolument amoureuse, je comprends d'où vient ce questionnement-là profondément. Alors j'inviterai justement à mes concitoyens pro-charte d'essayer de faire ce même travail-là et peut-être qu'on arrivera justement à quelque chose de plus intéressant après. Voilà. Merci.